Tout à l'heure, j'avais l'occasion de parler des concepts de base de SVG. Maintenant, dans cette deuxième partie, nous allons essayer de voir avec un exemple d'application. On va essayer de s'intéresser à un exemple de document XML qui représente par exemple des données de la météo. Alors, je suppose qu'ici, on présente un exemple de fichier XML dont la racine c'est météo, dans lequel on présente plusieurs mesures. Alors, chaque mesure donc se fait dans une date, et puis donc chaque mesure, il y a plusieurs villes. Alors, chaque ville, il a un nom et la température. Alors, ça, c'est la structure de notre document XML. Alors, nous, on veut d'abord, comme on veut créer des documents XML valides, ça veut dire que nous avons besoin d'abord de déclarer, de faire d'abord une représentation de l'arbre XML. Alors, dans notre cas, c'est un document dont la structure est relativement plus simple. Donc, l'arbre XML, on peut le représenter de cette façon-là. Donc, c'est quoi la racine? Météo. Alors, dans météo, vous avez plusieurs mesures. Plusieurs éléments mesure. Alors, chaque mesure est là un attribut date. Et présente plusieurs villes. Alors, chaque ville est définie par deux attributs. Il y a le nom de la ville et la température. Voilà. Donc, ça, c'est une structure simple d'un document XML. Donc, ça, c'est la représentation de l'arbre XML telle qu'elle est présentée dans notre exemple ici. Ça, c'est la première question. Alors, la deuxième question, maintenant, on voudrait déclarer la structure de ce document XML. Donc, je rappelle que pour déclarer la structure d'un document XML, il existe deux solutions. Les deux solutions, DTD ou bien les schémas XML. Alors, maintenant, je vais rappeler comment créer la DTD. Je rappelle comment créer le schéma XML. Et par la suite, on va passer aux autres questions. Alors, donc, la même chose, donc je reviens à Oxygène. Ça danse toujours. Voilà. Alors, ce que je vais faire, donc je vais créer un fichier. Nouveau fichier. Alors, cette fois-ci, on va choisir Document Type Definition. Document Type Definition, c'est DTD. Alors, créer. Et voilà. Donc, pour déclarer la structure d'un document d'une DTD, donc on utilise, je rappelle, on déclare les éléments, element. Alors, c'est quoi l'élément racine dans notre cas? C'est météo. Espace. Et l'élément météo contient quoi? Plusieurs mesures. Donc, ça veut dire qu'on va écrire quoi? Mesure plus. Alors, donc ici, météo contient plusieurs mesures. Et la mesure elle-même, l'élément mesure, contient plusieurs villes. C'est-à-dire, vous allez avoir ici ville plus. Et puis, l'élément ville, c'est un élément qui est vide. C'est un élément qui est empty. C'est-à-dire qui ne contient pas d'autres éléments. Bon, c'est qu'on est en train de déclarer l'arbre, notre arbre XML. Vous voyez donc la racine, c'est météo. Météo. Alors, dans météo, il y a plusieurs mesures. Plusieurs mesures. Et chaque mesure, il y a plusieurs villes.
Alors que ville ne contient pas des éléments fixes. C'est pour cela qu'on dit que ville, c'est un élément qui est un petit. Parfait. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste les attributs. Alors, quels sont les attributs de mesure? Donc, ici, pour déclarer les attributs, on utilise atList. atList. Alors, j'ai ici mesure. Il a un seul attribut qui est la date. Alors, le type de l'attribut, c'est du texte. Alors, avec DTD, on n'a pas le choix, on va mettre CData. C'est du texte. Et après, la présence. Alors, la présence, si c'est obligatoire, on va utiliser required. C'est-à-dire, la présence, elle est obligatoire. Et c'est tout. Il nous reste encore les attributs de ville. Pour cela, on va utiliser atList, la même chose, ville, et les attributs, il y a le nom, de type CData, la même chose, la présence obligatoire, et après, il y a la température de type CData, la même chose, required. Parfait. Alors ici, donc, les villes, voilà, les villes, il n'y a pas de type énuméré, donc ça c'est un exemple très simple. Alors, je rappelle que quand vous déclarez une DTD, c'est que nous sommes en train de créer ce qu'on appelle un contrat d'échange de données. Donc, c'est un contrat, c'est-à-dire que tous les fichiers XML qu'on va créer dorénavant doivent respecter ce contrat. Alors, ce fichier-là, on va l'enregistrer. On va le mettre quelque part ici. On va créer un dossier qu'on va appeler météo. Alors, dans météo, on va créer notre fichier qu'on va appeler météo.dtd. Voilà. Donc, ça, c'est la structure des documents XML. Et puis maintenant, on va créer un document XML valide. Alors, pour créer un document XML valide, donc je vais créer un document XML. Et c'est un document, je spécifie personnalisé. C'est un document qui va respecter un contrat. Alors, le contrat, il est de quel type? DTD. Le fichier s'appelle, on va chercher le fichier, c'est météo.dtd. Et c'est quoi la racine de notre document XML? La racine, c'est météo. OK. Et on va vérifier. Alors ici, donc, vous voyez doctype, météo. Ça, c'est la racine. Système, c'est un mot-clé. Ça, c'est le chemin où se trouve le fichier de DTD. Donc, je peux supprimer tout ça. Je garde le fichier. Alors, j'enregistre le fichier. On va lui donner le nom météo.xml. Alors, ici, donc, voilà. Je vais mettre un exemple de date 2024 11 11 par exemple. Alors, le nom de la ville, par exemple, Casablanca. La température, on va mettre 22. On va ajouter une autre ville, Mohammedia. La ville, la température 23. Ville, Marrakech. La température 32. Ville, et on peut ajouter des villes, Tanger. Alors la température 25. Ville El Jadida. La température 26. Ville Laayoune. La température 34. Ville Ouarzazate. La température 36. La ville Dakhla. La température 34, etc. Donc on peut mettre des villes, etc.
Vous voulez qu'on ajoute une ville? Oujda. La température 31. Donc ici, donc, je vois c'est des exemples. Et après, je vais créer une autre mesure. CTRL-C, CTRL-V. Alors, par exemple, pour le 12-11, on va changer les températures. On va mettre, par exemple, là. Là, on va mettre 21. Là, on va mettre 30. Ici, on va mettre 28, 27, 32, 32, 34 et 29, 26, 28. Alors ça c'est un document XML valide. On va l'enregistrer. Donc c'est météo.xml. Alors ici donc notre document XML, elle est là. Donc je rappelle que quand on va créer un... Vous avez, quand vous faites appel à un parseur XML, bon, le parseur XML, c'est le petit programme qui va permettre de lire un document XML. Donc le parseur XML, on va lui donner les données. Donc les données, c'est XML, c'est un arbre. On va lui donner la structure des données. Pour nous, c'est une DTD, pour le moment. Donc le parseur XML, quand il va lire document XML, il va d'abord vérifier s'il est bien formé, s'il respecte les 4 règles. Ensuite, il va vérifier s'il est valide. Ça veut dire il va vérifier est-ce qu'elle respecte la structure qui est déclarée dans la DTD. Et ensuite, on va lui donner une feuille de style XSL qui va se charger de la mise en forme. La mise en forme, dans notre cas, à la fin, on voudrait obtenir soit une représentation HTML, soit une représentation SVG. C'est clair? Vous êtes sûr? Voilà. Alors, c'est quoi? Donc, s'il y a bien sûr, à ce stade-là, voyez, donc je profite toujours de faire des révisions. On a créé beaucoup d'exercices, beaucoup de DTD, donc, a priori, bon, si vous faites tout ça, donc ça vous donne une idée. Alors maintenant, au lieu de... nous avons dit que les DTD, c'est une façon de déclarer la structure, mais les DTD, ils ont des limites. Alors, quelles sont les limites des DTD? C'est d'abord les types de données. Et donc, une date, c'est un CData. C'est-à-dire, dans le document XML, si vous mettez une date, vous mettez n'importe quoi, le parseur XML, il va laisser passer. Parce que donc avec DTD, on ne peut pas faire la différence entre un texte, une date, un nombre, etc. Et les indicateurs d'occurrence, alors par exemple, ici, on va dire il y a plusieurs villes, mais je ne peux pas limiter le nombre de villes. Par exemple, si je sais que le nombre de villes ne doit pas dépasser 50, avec DTD, je ne peux pas le faire. Et en plus, l'un des inconvénients des DTD, c'est qu'une DTD, ce n'est pas un document XML. Donc, c'est une DTD, ce n'est pas un document XML. Ça veut dire que vous donnez plus de travail au parseur XML. C'est-à-dire, le parseur XML, il va lire XML, c'est un document XML. DTD, ce n'est pas un document XML. XSL, c'est un document XML. Alors maintenant, au lieu d'utiliser une DTD, on va utiliser le schéma XSD, le schéma XML. C'est ce qu'on appelle XSD. XSD. OK? Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, pour créer un schéma XML, je vais créer un fichier, new file, et le fichier, c'est un XML schema. Document. Alors, je vais m'intéresser pas au côté design, je vais aller directement vers le côté texte. Et donc, pour rappeler un schéma XML, c'est un document XML. Alors ça, je supprime les choses inutiles pour le moment. Voilà. Donc, c'est un document XML qui a la racine schema. Alors, le préfixe, il y a un namespace. Je rappelle que le namespace, c'est la librairie
qui est utilisé dans XML pour déclarer, c'est-à-dire le métalangage, autrement dit, la structure du schéma XML. Ici, il y a un préfixe, c'est à nous de choisir ce préfixe. Alors, par défaut, c'est XS. Alors, d'habitude, on utilise XSD. Donc, si vous mettez XSD, vous mettez là, vous changez ici XSD. Et donc, avec les schémas XML, si vous voulez déclarer un élément, on utilise XSD element. Alors, l'élément, comment il s'appelle? Météo. Il est de quel type? Alors, vous voyez donc, si vous dites type, il y a deux types. Il y a les types simples et les types complexes. Le type simple, c'est quand vous avez un type de type string, ou là une date, ou là un float, etc. Et un type complexe, c'est un type qui contient des éléments fixes, ou bien des attributs, ou bien les deux. Alors ici, donc, météo contient des éléments fixes, donc c'est un type complexe. Donc ça veut dire qu'entre élément, element et slash element, on va ajouter un élément qui s'appelle complex type. Alors complex type, c'est pour indiquer que c'est un type complexe. Et c'est un type complexe qui contient plusieurs éléments fixes. Alors quand vous avez un élément qui contient des éléments fixes, c'est ce qu'on appelle une séquence. Et pour déclarer une séquence, on utilise XSD séquence. Et dans une séquence, on va déclarer les éléments qui sont autorisés à apparaître à l'intérieur de cet élément. Ici, donc, vous avez XSD element. L'élément s'appelle mesure. Et après, vous avez des attributs. Vous avez min occurs égale à 1 et max occurs égale unbounded, c'est-à-dire plusieurs. Alors, si vous faites ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élément météo contient minimum une mesure et maximum, c'est plusieurs. C'est-à-dire, l'élément météo contient plusieurs mesures. C'est à peu près en DTD, c'est plus simple. Hein? Regardez, DTD, c'est météo, mesure plus. N'est-ce pas? C'est compact. Mais avec schéma, il faut écrire tout ça. L'élément météo, c'est un type complexe qui contient une séquence dans lequel le minimum c'est 1, maximum c'est unbounded. Mais tout ça, on donne plus de détails, mais ça apporte beaucoup de possibilités. Par exemple, je peux dire que je dois avoir minimum une mesure, maximum par exemple 30. Donc ici, je peux limiter le nombre maximum d'occurrences. Ce n'est pas comme DTD, je ne peux pas limiter le minimum et le maximum. Alors dans notre cas, c'est unbounded. Alors, min occurs, si vous mettez rien, par défaut, c'est 1. Donc, je mets rien. Alors, donc l'élément météo, il contient plusieurs mesures et l'élément mesure, c'est un type. C'est un type complexe. Bien, comme c'est un type complexe, ce n'est pas la peine de rentrer, de dire la même chose, XSD complex type. Et si vous faites complex type, vous allez mettre encore XSD sequence. Et après, vous mettez plusieurs villes. Si vous travaillez comme ça, vous allez avoir un schéma un peu complexe, qui est difficile à lire, n'est-ce pas? Donc, pour ne pas faire ça, je vais annuler. Eh bien, on va dire tout simplement l'élément mesure, il est de quel type? On va créer un type qu'on va appeler T-mesure. Je peux l'appeler comme ça, mesure, type mesure. Et ici, donc, je vais... Donc, vous voyez, donc, cet élément, j'ai terminé. Je peux sortir de cet élément et je vais déclarer XSD complex type. Et je dois déclarer, c'est quoi T mesure? Alors, le type mesure, c'est un type complexe. Voilà. Donc, ici, directement, mesure, elle est de type T mesure. Et le type mesure, Tawel, contient plusieurs villes. Donc, on va utiliser XSD sequence dans lequel j'ai plusieurs villes. C'est-à-dire, je vais utiliser XSD element. Comment il s'appelle l'élément? Ville. Max occurs, c'est combien? Plusieurs. Et la même chose, le ville, c'est un type complexe. Donc, je vais mettre type. Je vais créer un tag que je vais appeler T-ville. Et puis, je vais déclarer la même chose. XSD complex type
tes villes. Alors, vous voyez donc cette séquence qui va se répéter. Si vous savez déclarer cette séquence-là, c'est que vous pouvez déclarer un arbre XML. Donc, vous voyez ici, avec DTD, c'est, regardez, météo contient plusieurs mesures. Mesure contient plusieurs villes. La ville, elle est un petit. Ça, c'est l'arbre. Avec schéma XML, vous voyez, météo contient plusieurs mesures. Et mesure contient plusieurs villes. Et la ville, pour le moment, elle est un petit. Alors, il contient des attributs, mais on va ajouter directement les attributs. Alors, généralement, c'est un type complexe. Par exemple, la ville contient que des attributs. Si vous voulez déclarer les attributs dans un type complexe, vous utilisez XSD attribute. Alors, comment il s'appelle l'attribut? La ville, il a un attribut nom qui est de quel type? De type string. XSD string. Use, la présence, elle est obligatoire. Vous voyez donc comment on déclare l'attribut avec schéma et comment on le déclare avec DTD. J'ai l'attribut mesure, plutôt ville. Il a un attribut nom qui est de type, ici c'est data required. Alors ça c'est pour le DTD et ça c'est pour schéma. Je vais déclarer également un autre attribut XSD attribute. Name égale température. Le type XSD float ou lambda, c'est un nombre. Ça peut être un entier, ça peut être une date, time, etc. Et la présence, elle est obligatoire. Et puis, il nous reste encore un attribut, la date. La date de quoi? De mesure. Je vous rappelle que notre structure, elle est là. Voilà. Mesure, il a un attribut date. Ici, on a déjà déclaré ces attributs. Alors, où est-ce qu'on va déclarer l'attribut date? C'est dans l'élément type mesure. Alors, quand vous voulez déclarer les attributs, ici, donc, vous avez la séquence d'abord. Après la séquence, c'est les attributs. Donc ici, donc, je vais utiliser XSD attribute. Le nom de l'attribut, c'est la date. Il est de quel type? XSD date. Alors vous avez date, date time, etc. Donc vous avez les types de données. Et ici, l'attribut use, il est obligatoire. Et voilà, donc nous avons terminé la déclaration du schéma. Alors, on va enregistrer ce schéma-là. On va lui donner comme nom météo.xsd. Alors, quand vous avez un schéma XML, vous pouvez bénéficier un peu de côté design. Vous avez ici graphiquement, vous pouvez voir un peu la structure de votre document. Je vois la racine, j'ai plusieurs mesures. Dans mesure, j'ai plusieurs villes. Et dans la ville, je vois les attributs. Ici, je vois également les attributs. Donc, ça vous donne une visibilité sur votre schéma XML, comme vous voyez. C'est clair? Et après, dans votre cas, bon, parce qu'après, vous allez faire des TP, vous allez faire un petit compte rendu. Et vous faites ça, vous faites capture écran, des choses comme ça. C'est toujours très important pour montrer un peu ce que vous avez fait. OK? C'est une capture écran. Donc après, je vais vous montrer en quelque sorte ce genre de... Quand vous faites un TP, comment vous allez rendre en fait le compte rendu. Parce que... Ouais, donc nous allons souvent utiliser le GitHub. Alors pour les gens qui n'ont pas l'habitude de travailler avec, donc c'est le début. Donc il va falloir commencer à travailler avec. Et donc tout à l'heure, je vais vous montrer comment on fait en quelques commandes rapides, comment faire ça. Donc vous voyez donc ici, j'ai terminé le schéma. Il est là, le schéma XML. Alors maintenant, on va créer un document XML valide, mais avec schéma. Ben, c'est ce que je vais faire. Je crée un document XML, cette fois-ci qui est validé par un schéma XML.
Tout à l'heure, on l'a validé avec DTD. Cette fois-ci, on va le valider avec schéma. Comment il s'appelle le fichier? On va le chercher. C'est XSD. Alors, avec le schéma, vous n'avez pas besoin de sélectionner la racine parce qu'il détecte la racine. Et vous créez le schéma. Alors, pour vérifier, vous pouvez faire copier-coller ici. Je fais dans le document XML les données que j'ai fait tout à l'heure. CTRL-C. Et je fais ici CTRL-V. Alors, je pense que je dois copier que le... Voilà, c'est ça. CTRL-V. Voilà. Alors, vous voyez donc, ça c'est valide. Donc, au début, ça c'est un document XML valide en utilisant une DTD. Et ça c'est un document XML valide en utilisant un schéma XML. Le schéma c'est météo.xsd. Et ça c'est très important. Donc, vous voyez, donc jusque-là, j'ai un peu fait une révision à peu près de tout ce que nous avons fait jusqu'à présent sans SVG. Donc, c'est-à-dire s'il faut retenir un peu globalement, c'est sur cette démo, ça vous donne une idée. Pour les gens qui viennent d'intégrer la formation, c'est plus simple à partir de ce dernier exemple d'avoir déjà une idée sur ce qu'on fait, mais bien sûr les détails, il faut revenir vers les enregistrements que nous avons fait avant. Alors, le fichier DTD, c'est quoi l'avantage de valider un document XML par un schéma au lieu de DTD? Donc, vous voyez, avec une DTD, si vous mettez une date n'importe quoi, il l'accepte. Vous validez, pour le parseur XML, c'est correct. Pourquoi? Parce qu'avec les DTD, il ne fait pas la différence entre un texte et une date. Mais avec le schéma XML, non. Si vous avez une date qui n'est pas valide, ici, vous validez, vous avez une erreur. Bon, le parseur XML, il vous dit que ça, ce n'est pas une date. Donc, c'est-à-dire, avec le schéma XML, on a la garantie que les données XML sont valides. Ils respectent le format bien déterminé. Ça veut dire qu'avec les schémas XML, je peux prendre un document XML, je ferme mes yeux et je l'envoie vers la base de données. Il n'y aura pas d'erreur. Parce que les données sont structurées. Mais avec DTD, je prends un document XML validé avec une DTD. Je ne suis pas sûr que si je l'envoie vers la base de données, qu'il va être accepté. Donc, ce qui fait que quand est-ce qu'on va utiliser les DTD? C'est pour plutôt créer des documents XML, c'est-à-dire statiques. C'est-à-dire quand vous voulez créer des documents XML pour configurer les applications qu'on va saisir manuellement, alors les DTD, c'est une solution. Mais si vous voulez créer des documents XML de manière dynamique, que vous voulez échanger entre les systèmes d'information, je prends les données, une partie des données, une base de données, et je voudrais les transférer vers une autre base de données. Donc ici, vous avez intérêt à utiliser les schémas XML, parce qu'avec les schémas, on est plus précis dans la structure. C'est clair? Oui. Est-ce que la date ici doit être toujours séparée par les tirets ou on peut... Alors, le format de la date, par défaut, donc c'est comme ça. Vous mettez l'année, ensuite le mois, et ensuite le jour. Ça, c'est le format standard de la date. C'est comme ça que les dates, généralement, sont stockées, même dans les bases de données. Même si, par exemple, vous utilisez un format de la date au niveau de la partie user interface, avec le jour, le mois, l'année. Mais dans la base de données, c'est stocké toujours comme ça. C'est d'abord l'année, ensuite le mois, ensuite le jour. Pourquoi? Parce que quand on cherche des données, quand on veut trier par les dates, ben c'est plus simple pour le SGBD de commencer par l'année. Une fois que l'année c'est la même, je passe au mois. Et si c'est le même mois, je passe au jour. Donc généralement, mais dans la partie user interface, vous avez la possibilité de spécifier le format que vous voulez. Mais le stockage par défaut, c'est comme ça. D'ailleurs, même si vous mettez 1, il ne l'accepte pas. Ça doit être 2 octets. Il faut mettre 0,1. Si vous avez le mois 2 et vous mettez le 31, il ne va pas l'accepter parce que ce n'est pas une vraie, c'est une date qui n'est pas correcte. Vous mettez 28 ou la 29. 29. Pour 2004, ça passe, mais 2025,
passe pas. Bref, alors, il n'y a pas que ces contraintes avec les schémas XML, on peut avoir plus de possibilités. Donc, on en a beaucoup parlé la semaine dernière. Donc, ici, voilà. Donc, on enregistre le fichier. Ce fichier, on va l'appeler météo2.xml. Mais quand vous prenez un document XML comme ça, c'est beaucoup mieux que si vous, plutôt un document XML comme ça, c'est mieux que celui-là. Alors pour le parseur XML, pourquoi? Parce que je disais que en fait le parseur XML, voilà. Oui, donc le parseur XML, vous lui donnez un document, un fichier XML. XML c'est des données. Bon, XML c'est des XML. DTD, c'est pas un document XML. Mais si vous remplacez DTD par le schéma XML, eh bien, le schéma XML, c'est un document XML. XSL, c'est un document XML. Donc, ça veut dire que pour le parseur XML, ben, il va préférer les schémas que d'utiliser les DTD. C'est-à-dire, pour lui, il va traiter XML, XSD, XSL comme étant des fichiers XML. Donc, c'est pas compliqué. Alors maintenant, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va créer des feuilles de style XSL parce que j'ai besoin de représenter ces données-là au format HTML ou bien au format SVG. Alors, on va créer une feuille de style pour représenter les données au format HTML d'abord. Alors, pour créer une feuille de style XSL, on va créer un fichier XML Style Sheet, XSLT. Alors, un document XSL, c'est un document XML qui a cette structure. Donc, vous avez Style Sheet et il se termine par /Style Sheet. Donc, à l'intérieur d'une feuille de style XSL, on va utiliser XSL Template. On crée un élément template dans lequel on va mettre match égale slash. Alors, je rappelle que slash, ça veut dire quoi? C'est-à-dire vous êtes en train de demander au parseur XML de traiter le document XML à partir de la racine, c'est-à-dire du haut de l'XML. Alors, vous savez que XML, c'est une base de données hiérarchique. Et quand on veut rechercher, quand on veut demander à un parseur XML de chercher un élément dans un arbre, il faut lui toujours donner le départ. Cherche-moi un document, un nœud à partir de quoi? Bon, ici, on suppose qu'on est dans la racine. Alors, je vais créer une page HTML. Donc, je vais demander au parseur XML, je veux générer une page HTML. Donc, c'est ici, il y a head, title. Le titre, c'est météo. Et puis, il y a body. Et je voudrais, par exemple, représenter les données météo de la date le 28 de 2025. Donc, je ne veux pas m'intéresser aux autres mesures, je m'intéresse à une mesure quelconque. Par exemple, c'est là. Alors, dans ce cas-là, je vais... qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais d'abord afficher sous forme d'une liste UL. Je vais afficher par exemple la date. Bon, ici donc la date, on va dire, bon, si vous voulez, on va commencer par afficher toutes les mesures et après on va filtrer, c'est mieux. Alors pour afficher toutes les mesures, donc j'ai besoin de faire, quel est l'élément XSL qui permet de parcourir un ensemble d'éléments? C'est XSL for each. XSL for each. Alors for each, ça veut dire quoi? Je vais demander au parseur XML, cherche-moi à partir de slash tous les éléments de type météo / mesure. Voilà. Donc cherche-moi dans le document XML tous les éléments mesure qui se trouvent à l'intérieur de météo. Et puis tu vas m'afficher une liste. Tu vas m'afficher par exemple UL. Et tu vas m'afficher... Vous désactivez le microphone, s'il vous plaît.
Oui, oui. Est-ce que c'est une question ou c'est une réponse? Voilà. Je sais, c'est des choses qui vous arrivent, hein. Ça arrive parfois de... Parfois, on suit quelque chose à distance, on a une autre réunion à distance. À un moment donné, on se perd, on commence à parler aux autres alors qu'on est en train de parler. Ça, c'est envie de tout le monde vit ça. Alors, ici, donc, list item. Donc, je vais afficher, par exemple, la date mesure. Alors, si vous voulez afficher la date mesure, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser XSL value of. Et quand on écrit XSL value of, on met l'élément select. Et quand on met l'élément select, eh bien, ce qu'on précise ici, c'est une expression expat. Donc, je rappelle que expat, c'est à peu près l'équivalent de SQL pour les bases de données relationnelles. Alors, dans expat, si vous voulez afficher la valeur d'un attribut, par exemple mesure, on va utiliser arrobas. Et ici, dans l'élément mesure, vous voyez un attribut qui s'appelle date. Je voudrais afficher la date. Donc, ici, l'attribut s'appelle date. Alors, on va commencer par afficher d'abord le résultat. Alors, pour tester, on va d'abord enregistrer notre feuille de style. On va l'appeler météo1.xsl. On va créer un scénario de transformation. Donc, je n'ai le scénario de transformation. Eh bien, je vais parler au parseur XML, je vais lui dire ça. Maintenant, je vais demander au parseur XML, tiens, voilà le document XML, c'est les données. Voilà le schéma XML, c'est la structure. Et voilà la feuille de style. Donc, on va lui donner ça en entrée. Qu'est-ce qu'il va faire le parseur XML? Il va vérifier d'abord si le document XML est bien formé. Ensuite, il va vérifier si le document XML respecte la structure qui est déclarée dans le schéma. C'est-à-dire, est-ce que c'est un document XML valide? Et puis, il va lire la feuille de style XSL. Et après, il va me générer quoi à la fin du HTML? Et ben, je vais faire ça en créant un scénario de transformation comme ça. Nouveau. Et ben, je vais lui demander, voilà la source XML. Le fichier XML, c'est météo2.xml. Et c'est quoi la feuille de style XSL? C'est météo1.xsl. Je n'ai pas besoin de lui donner le schéma. Pourquoi? Parce que dans le document XML, on fait référence vers le schéma. C'est-à-dire, à partir du document XML, il connaît le schéma. Et puis la sortie. Et c'est quoi la sortie qu'on va générer? C'est un document HTML que je vais appeler par exemple m1.html. Et puis je vais l'ouvrir dans un navigateur. Appliquer, appliquer. Et je vois bien ici donc mon résultat, il est là. Donc je vois les deux mesures. Voilà. Alors maintenant, ici, j'affiche la date de mesure. Et pour chaque mesure, je vais afficher un tableau qui contient les villes. Et pour cela, avec HTML pour créer un table, donc je vais mettre table. C'est quoi la bordure? Bon, je vais mettre 1. La largeur du tableau, je vais mettre 90%. Je vais créer une première ligne TR. C'est la ligne d'en-tête avec TH. Et je veux juste afficher le nom de la ville et la température. La température. Alors, si vous appliquez le scénario de transformation, vous allez avoir ça. Et puis, donc, maintenant, je vais afficher les villes. Et pour cela, je vais utiliser XSL for each. XSL for each. Cette fois-ci, je suis à l'intérieur de mesure. Et dans mesure, j'ai plusieurs villes. Vous voyez donc dans mesure, j'ai plusieurs villes. Donc je vais lui demander
pour chaque ville, crée-moi une ligne. Dans la ligne, j'ai plusieurs colonnes, c'est des TD. Et dans chaque TD, je vais afficher avec XSL value of, je vais afficher l'attribut nom. C'est le nom de la ville. Et puis je fais copier-coller et je vais afficher l'attribut température. J'applique. Alors je vois bien ici donc pour la mesure telle, voilà les températures. Ici voilà les températures. Moi je veux pas toutes les mesures, je veux que par exemple la mesure dans la date égale 2025, plutôt 8 de 2025. Comment je peux filtrer? Eh bien, avec XPath, quand vous faites for each pour chaque mesure, je ne veux pas toutes les mesures. Je veux les mesures dans la condition, c'est quoi? C'est la date égale telle. Donc, pour faire ce qu'on appelle un prédicat, il y a une condition. On utilise entre crochets, c'est-à-dire pour chaque mesure, à condition. C'est quoi la condition? C'est l'attribut date égale à quoi? Égale 28 de 2025. Et dans ce cas-là, je suis en train de filtrer. Bon, avec SQL, vous faites quelque chose comme select from where, n'est-ce pas? Where. Vous filtrez. Avec XPath, vous utilisez entre crochets. Quand vous mettez entre crochets, ça veut dire que c'est une condition. Alors, appliquer. Vous voyez ici, donc, je filtre. Donc, j'ai que pour cette date. Alors, en plus de cela, donc, supposons je voudrais afficher la température moyenne dans toutes les villes. Et bien ici, donc, je vais ajouter une ligne, TR. Je vais mettre TD. Température moyenne. Slash TD. TD slash TD. Alors, pour calculer la température moyenne, je vais utiliser XSL value of. Alors, pour faire une moyenne, vous utilisez la fonction XPath AVG, average. La moyenne de quoi? Vous voyez, donc, je suis maintenant, parce que je suis sorti de la boucle. C'est-à-dire, je suis sorti de la ville. Ça veut dire que maintenant, c'est quoi le contexte? C'est la mesure. Mesure. Exactement. Donc, je dois mettre ville. Je veux ville slash température. Alors ici, donc, je suis en train de calculer la moyenne des températures de toutes les villes de la mesure. Alors, valider. Vous voyez, ici, donc, j'ai 29, etc., etc. Ça, c'est la moyenne. Je veux également le nombre de villes. Je crée une autre ligne, CTRL-C. Le nombre de villes. Alors, si vous voulez le nombre de villes, vous utilisez, au lieu de average, vous utilisez count, la fonction count. Alors, la fonction count permet de compter le nombre de villes, s'il n'y a pas d'attribut. Valider. Alors, je vois bien, le nombre de villes, c'est 9. Bref. Alors cet exemple-là, il rappelle aussi, parce que cet exercice, on l'a fait au moins 3 ou 4 fois, sur des exemples différents, mais ça vous rappelle à quoi sert une feuille de style XSL. XSLT, c'est pour transformer les données d'un document XML et de les afficher dans un format de données. Alors ici, c'est HTML. Alors ça, on sait le faire déjà, si vous voulez. Alors maintenant, on veut représenter les données au format SVG. C'est-à-dire, en réalité, je ne veux pas un tableau HTML, mais je voudrais plutôt quelque chose comme ça. Voilà, je voudrais représenter les données sous forme d'un graphique vectoriel animé. Et là, je vais utiliser donc toutes les capacités de SVG pour bien sûr, représenter mes données. C'est clair? Alors, comment faire? Alors, pour le faire, eh bien, on va créer une feuille de style. Une autre feuille de style XSL. XSLT.
Alors, la même chose, donc c'est une feuille de style XSLT, ça je le supprime, pour le moment je n'ai pas besoin. Et je fais le même travail, je fais ici XSL template, je vais créer un élément template, match, je mets toujours slash. Alors, sauf que cette fois-ci, au lieu de générer du HTML, je vais générer du SVG. Alors, si je mets ici SVG, SVG comme ça, voilà, SVG, je vais mettre width, la largeur, par exemple, je vais créer un document SVG qui prend toute la largeur de la page 100% et la hauteur 100%. Et quand je suis dans un document SVG, je vais dessiner. Et bien, ce que je vais dessiner d'abord, je vais dessiner les axes. Alors, pour dessiner les axes, supposons je vais faire quelque chose comme ça. Bon, ça c'est juste pour s'entraîner sur SVG. Ben, je vais créer une ligne comme ça, une flèche comme ça. Et je vais créer une autre flèche, une autre ligne comme ça. Alors ce point-là, j'ai un point ici. Je vais supposer que ce point-là, c'est un point de coordonnées par rapport à ce point-là. Je vais supposer que c'est un point de coordonnées. Alors on va dire ici 100, 100, 100. Par exemple, ici c'est un point de coordonnées 100, 100. Ce point-là, on va dire c'est un point de coordonnées toujours en X, c'est toujours 100. Mais Y, on va descendre jusqu'à, par exemple, 600. Parce qu'en fait, l'écran, il est gradué comme ça. Le point 0, c'est celui-là. Donc, ici, si je descends, vous voyez, donc l'écran de votre, en termes de pixels, c'est le point 0, 0, c'est celui-là. Et là, j'avance X, et là, j'avance dans le Y. Alors ici, donc, c'est 600. Celui-là, je vais supposer que c'est un point de coordonnées. Je vais avancer jusqu'à, par exemple, le X, j'avance jusqu'à, par exemple, 1000. Jusqu'à le même niveau ici, c'est le Y, c'est le même, c'est-à-dire, c'est ça, voilà. Alors, je vais dessiner deux lignes. Alors, pour dessiner avec SVG une ligne, vous utilisez line X1. Alors, X1, c'est ça. Alors, c'est quoi X1? C'est 100, 100. L'autre, c'est quoi 100? 600. X1, c'est 100. X2, c'est 100. À quoi est égal X2? Et Y1. 100. Y2 égale 600. C'est à peu près juste les coordonnées X, Y. Alors, X1 égale à 100. X2, Y1, c'est-à-dire le premier point. Y1, c'est toujours 100. 100. Oui. Alors, à quoi est égal X2? C'est X2, donc je suis toujours dans 100. Et Y2, c'est 600. C'est quoi la couleur? Je vais utiliser stroke. Ça, c'est pour la couleur. C'est un bleu. Et l'épaisseur du trait pour créer l'épaisseur, c'est stroke width. C'est 2. Et c'est tout. Alors, je vais créer une autre ligne. CTRL-C, CTRL-V. Alors, cette fois-ci, la deuxième ligne, ça va être toujours, c'est le point que j'ai ici. C'est 100. 600 jusqu'à 1600. Alors, on va maintenant tester. On va regarder, comme tout à l'heure. J'enregistre d'abord la feuille de style. Je vais l'appeler meteo2.xsl. Je crée un scénario de transformation. Et bien, je vais lui dire, je veux générer. C'est quoi le fichier XML? C'est toujours notre document XML. C'est quoi XSL?
c'est le fichier météo2.xsl. Et c'est quoi la sortie? Ben, la sortie, je vais générer du SVG. Le fichier, je vais l'appeler par exemple m1.svg. Et je vais l'ouvrir avec le navigateur. Voilà. Appliquer. Appliquer. Alors, le seul problème, c'est que vous voyez, donc il a compris que le document SVG, il l'a ouvert avec, c'est quoi ça? C'est Photoshop? Bon, il a ouvert, parce qu'en fait, un fichier, il est associé à un éditeur. Moi, ce que je vais faire, si je prends un document SVG, je vais dire ouvrir avec autre. Je voudrais que les documents SVG soient ouverts avec Chrome, par exemple. Chrome. Et toujours ouvrir avec. Alors, si vous regardez normalement dans le dossier, dans votre dossier document XML, ici il y a météo. Alors, où est-ce que j'ai mis Finderto? Quatrième dossier, voilà, météo. Alors, vous voyez, il m'a généré donc le fichier météo.svg, vous devrez le voir ici, m1.svg. Je vais lui dire ouvrir avec Chrome. Vous voyez, donc ça me donne ça, ok? Pas de problème. Sinon, si vous voulez générer un document HTML, vous mettez ici la balise HTML, etc. Et comme ça, vous générez parce que vous savez que dans SVG, on peut le mettre à l'intérieur de HTML. Et ça marche, il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, j'ai fait ça. Alors, maintenant, ce que je veux faire, c'est que je veux représenter les villes Flapsys. Donc, j'ai besoin de faire une boucle. OK? Alors, pour faire cette boucle-là, donc, je vais utiliser XSL for each. Pour chaque mesure. Je veux toutes les villes d'une mesure. Directement une seule boucle. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, pour chaque météo / mesure. Mais quelle mesure qui m'intéresse? La mesure uniquement dans la date égale à quoi? Égale, c'est pas ça, égale 28, c'est 2024, 2025, je pense. 20, c'est quel mois? 11. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, il faut qu'on s'assure. C'est 28/2. Alors, ce n'est né 11, mais voilà. Alors, c'est cette valeur-là. Vous voyez? Regardez. Donc, mesure dans la date égale à ça, / ville. Alors, directement, je suis en train de faire une boucle. Je suis en train de chercher toutes les villes de quelle mesure? 28. C'est comme si je dis au parseur XML, cherche-moi toutes les villes de la mesure dans la date égale 2026. Donc, vous voyez, donc ça, c'est une expression expat. Ça permet d'indiquer au parseur quels sont les éléments que je veux sélectionner. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais créer un texte. Alors, pour créer un texte, je vais utiliser texte. Alors, c'est quoi le texte qu'on va mettre? Alors, le texte, c'est le nom de la ville, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez afficher le... Alors, vous pouvez utiliser ici directement entre texte et /texte, vous pouvez utiliser XSL value of. Value of quoi? Le nom. Vous voyez, donc le texte, c'est le nom de la ville. Et ce texte-là, on va lui donner la couleur.
Par exemple, c'est pas la couleur, c'est stroke. Stroke, c'est-à-dire le contour, c'est le bleu. Et puis, on va lui donner les coordonnées x, y. X. À quoi est égal x et à quoi est égal y. Vous savez, le y, il est le même, n'est-ce pas? Le y, c'est toujours horizontal. Alors, je suppose, ici, c'est quel y ça? C'est 600. Je vais descendre un petit peu. Je vais mettre de 620. Y, c'est connu, c'est 120. Mais le x, si vous mettez par exemple x, si vous mettez une valeur, par exemple, c'est quoi ce x là? Le x, c'est soit 100. Si vous mettez 100, qu'est-ce qui va se passer? Enregistrer. Si vous faites ça, actualiser, vous voyez que tous les textes ils sont affichés sur le même point. Donc moi je veux pas, le x il va changer en fonction de la position de l'élément. Alors comment on va faire ça? Regardez bien. Eh bien, dans XSL, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des variables. Et si vous voulez créer des variables, vous pouvez utiliser XSL variable. Je vais créer une variable que je vais appeler, par exemple, la position X. OK? Alors, la position X, à quoi est égale? Select. Eh bien, la position X égale à quoi? Il y a une fonction de XPath qui s'appelle position. Alors, position, ça représente quoi? Regardez. Par exemple, la première ville qu'il va trouver, sa position, c'est 1. La deuxième ville qu'il va trouver à l'intérieur de mesure, c'est quelle position? 2, 3, 4, 5. Donc, vous voyez, donc la position, si vous avez plusieurs éléments à l'intérieur d'un élément, la position, ça représente l'ordre de l'élément. Déjà, bon, ce que vous apprenez, c'est dans XPath, la fonction position, ça donne la position. Et puis, je vais multiplier par wahd. Par exemple, je vais multiplier par 60. Si vous multipliez par 60, ça veut dire quoi? Si x égale à 1, cette valeur, c'est plutôt si la position égale à 1. Donc, x égale à combien? Égale 60. Si la position égale à 2, à quoi est égal x? 120. Donc, à chaque fois, je multiplie. Et ici, x, qu'est-ce que je vais mettre? Le texte, x, c'est pas 100. Ben, je vais mettre tout simplement $. Comment il s'appelle la variable? X. Alors, si vous mettez quelque chose qui commence par $, il va comprendre qu'il s'agit d'une variable. Ici, donc, si vous voulez, je peux l'appeler pose, comme ça. Position. Alors, si vous appliquez... Alors, ici, c'est pas bon, oui? Quoi? Alors, il faut ajouter les accolades. Parce que si vous ne mettez pas les accolades, il ne va pas comprendre que c'est une variable. Quand vous avez une expression dans XPath, une expression qui contient des variables, des formules, etc. Alors ici, donc, avec XSL, vous pouvez utiliser les accolades. Alors, vous allez remarquer ici, il y a quelque chose qui se rapproche, mais là, avec l'échelle qu'on a multiplié ici par 60, ce n'est pas suffisant. Alors, on va mettre, par exemple, 120. Alors, ça vous donne quelque chose comme ça, regardez. Ça vous donne ici, vous voyez, donc Casablanca, il s'affiche dans quel coin? C'est 120. Ici, c'est combien? C'est 240, etc., etc. Donc, bon. Alors, vous savez, c'est pas comme ça qu'on va dessiner une graphique, parce qu'il y a des outils qui vont faire ça rapidement et tout ça, donc il n'y a pas de souci. Mais l'objectif de l'exercice, c'est plutôt de comprendre comment les outils, les librairies que vous utilisez, comment ils génèrent les graphiques. Et en plus, nous, on va faire quelque chose de différent. Alors, maintenant, je sais dessiner le texte. Maintenant, il me faut créer un rectangle.
n'est-ce pas? Un rectangle qui représente l'histogramme. Ok. Alors pour créer un rectangle, je vais utiliser rectangle. Et vous savez que le rectangle, je sais que le width, il est le même. Par exemple, je vais prendre 10. Mais la hauteur, elle est différente. La hauteur, il va dépendre de quoi? De la valeur de la température. Eh bien, je vais créer une autre variable ici. XSL variable que je vais appeler temp. Ok? Température égale à quoi? C'est l'attribut, c'est température. Mais vous savez, la température maximale, c'est combien? C'est 30. Mais 30 pixels, c'est peu. Donc, j'ai besoin de multiplier par une échelle. Supposons que je vais multiplier par 10. Ça veut dire quoi multiplier par 10? C'est-à-dire, si la température est égale à 30, la hauteur du rectangle, ça va être 300. Et donc, vous voyez, tout ça, c'est 10, c'est une échelle, mais après, on va paramétrer tout ça. Donc, ici, c'est quoi la hauteur du rectangle? Je vais mettre les accolades, la même chose ici, et je vais mettre $ température. Alors maintenant, à quoi est égal le x du rectangle? X, c'est la même chose que le texte, n'est-ce pas? C'est la même position dès le texte, c'est-à-dire quoi? C'est la position, n'est-ce pas? C'est pose. Et à quoi est égal le y? Le y, c'est... Alors après, on va voir. Alors, si vous dites 600, on peut laisser 600 et vous allez voir. Après, on va mettre, c'est quoi le stroke, la couleur? Stroke, c'est bleu. Fil, orange, par exemple, du rectangle. Alors, si vous appliquez ça, vous allez voir... Vous appliquez... $. Ah, j'ai raté quelque chose, ouais. D'ailleurs, $. Voilà. Appliquer. Actualiser ici. Alors, regardez. Si vous faites ça, vous allez voir des rectangles, mais... regardez le Y. C'est 600, n'est-ce pas? Le Y. Parce que le coin... Quand vous dessinez un rectangle, c'est quoi le X1? Le X. C'est de ce point-là. Machine celui qui est en bas. Donc le X, le XY de ce point. Donc ça veut dire que on va pas mettre le X 600. 600 moins quoi? Moins la hauteur. C'est-à-dire je remonte. Pourquoi nous avons ce problème? Parce que Pourquoi nous avons ça? Parce que l'écran, il est gradué comme ça. N'est-ce pas? L'écran, il faut inverser un peu le sens. Donc ici, on est obligé de faire, c'est le X, c'est le 600 moins. Alors on va essayer de faire ça. Regarde. Donc déjà, bon, la hauteur, au lieu de 10, on peut mettre quelque chose de mieux. On va mettre 20. Ici, le width, 20. Ici, la hauteur, le X, c'est pas la position. Le X, c'est la position, mais le Y, c'est pas 600, c'est une expression. Donc, on va mettre ces 600 moins, je vais remonter. Moins quoi? Moins la position. Moins la température, la hauteur. Voilà. Alors, si vous faites ça, vous allez avoir quelque chose qui va se rapprocher de la réalité. Vous voyez? Alors, ici, donc, j'ai un rectangle qui représente à peu près les valeurs de la température. Alors, supposons, je voudrais représenter la valeur de la température, un texte dans lequel je mets la valeur de la température. Eh bien, je vais mettre ici texte. Encore, texte. Alors, le texte, c'est XSL value of.
Alors, XSL value of la température. Je vais afficher la température, mais ce texte-là, je vais l'afficher dans les coordonnées X. À quoi est égal X? Ben, X, c'est toujours, c'est la position, n'est-ce pas? C'est pour dollar position. Et à quoi est égal le Y? Alors, le Y, c'est le point que nous avons ici. C'est 600 moins la température. Voilà. Mais si vous mettez, il va coller au rectangle. Si vous faites ça, vous allez avoir, vous voyez ici 22, 23, ici 20, je sais pas. Mais on va remonter un petit peu pour ne pas avoir ça. Donc, on va mettre, au lieu de 600 moins la température, on va mettre encore moins quelque chose, moins 10. Comme ça, on remonte un petit peu de 10. Comme ça vous donne quelque chose comme ça. C'est bon? Alors, je répète, c'est pas comme ça qu'on va passer du temps à dessiner des histogrammes. Parce que sinon, tout le monde va démissionner. Un histogramme, on le fait en quelques secondes. Je vous ai montré un outil la dernière fois, c'est Tableau. Vous faites les données, j'ai l'histogramme, je mets les valeurs, il n'y a pas de problème. Mais l'objectif, c'est de voir comment XSLT, il vous génère des documents SVG. Alors maintenant, je vais faire quelque chose de mieux. Je vais impressionner maintenant. Je vais faire une animation. Je voudrais que cet histogramme-là, parce que les outils, les autres, ils font pas de l'animation. Moi, je voudrais que ce rectangle, il commence à remonter progressivement comme ça. Ouais, c'est bon? Alors, pour faire l'animation, voilà ce qu'on va faire. Et bien, ce rectangle que nous avons ici, quand vous créez un rectangle, entre rect et slash rect, je vais utiliser un élément qui s'appelle animate. Quel est l'attribut que je vais animer? L'attribut, c'est la hauteur. C'est-à-dire, je voudrais que la hauteur du rectangle commence de 0, il remonte progressivement jusqu'à sa valeur. Donc, ici, la hauteur du rectangle, c'est quoi? C'est la hauteur, c'est height. Donc, je vais animer l'attribut hauteur. Alors, c'est quoi la durée de l'animation? Je voudrais que ça dure 3 secondes. 2 secondes. 3 secondes. Et je voudrais que la hauteur commence from quoi? La hauteur, il va commencer de 0. C'est-à-dire, au début, la hauteur, elle est 0. Et après, il va augmenter progressivement jusqu'à la valeur. Tout. Et c'est quoi la valeur? Sa valeur, c'est sa hauteur. C'est-à-dire, c'est la température. Tout à fait. On va appliquer. Vous allez voir, mais quelque chose qui cloche. Regardez. Donc la hauteur, elle est animée. Mais le X, moi, je ne voudrais pas ça. Je voudrais que ça commence là et ça remonte. Donc ça veut dire qu'il faut animer en même temps la hauteur et animer le X. Parce que le X, il doit commencer à partir de... Si le X, il remonte, n'est-ce pas? Donc ça veut dire, si vous voulez faire ça, vous dites également, je vais encore animer en même temps. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Cette fois-ci, quel est l'attribut que je vais animer? C'est X. Le X, il commence de quoi? Du bas. C'est quoi le bas? Ici. C'est pas le X, c'est le Y, pardon. On va animer le Y. Parce que le X, il ne change pas. Mais le Y, il va commencer de là. Et là, c'est quoi? C'est 600. Donc, ça commence de 600. Et il va jusqu'à quoi? Jusqu'à la valeur de Y. Et c'est quoi la valeur de Y? C'est la hauteur. C'est-à-dire, c'est 600 moins la température. Il y a un peu de petits calculs, etc. Mais ce n'est pas vraiment ça l'objectif. Mais ça vous donne une idée. Alors, si j'applique, regardez ce que ça donne. Alors, ça me donne maintenant un SVG animé. Attention, cet histogramme-là, ce n'est pas les histogrammes que vous créez avec Excel, etc. Parce que ça, c'est un histogramme qui est vectoriel.
que vous pouvez intégrer dans une page web, il peut rester dynamique, n'est-ce pas? Il peut être animé, je peux ajouter des boutons, je peux par exemple avoir quelque chose, carrément une application interactive. Donc c'est-à-dire ça ouvre beaucoup de possibilités actualisées. Alors si vous voulez que l'animation soit répétée plusieurs fois, vous utilisez repeat count, comme j'ai fait tout à l'heure. Repeat count, et vous mettez indefinite ou la 3 fois, etc. N'est-ce pas? Et si vous voulez faire quelque chose de mieux, vous dites, au lieu de faire from to, vous dites values. Alors vous voulez, la valeur, ça commence de 0, point virgule, jusqu'à quoi? Et après, ça remonte jusqu'à la température, CTRL-C, et ça redescend vers 0 encore. Ça remonte et ça descend. Je supprime maintenant ça. Et comment? Et je vais faire repeat count. Repeat count, par exemple, de manière indéfinie. On va le faire pour les deux. C'est-à-dire, ce qu'on fait là, on va le faire également ici. N'est-ce pas? C'est-à-dire, vous allez encore faire ici values. Le values, il va commencer 1600. Le Y, il commence 1600. Ensuite, il remonte jusqu'à la valeur. Et après, il va descendre vers 600. Et puis, vous allez utiliser repeat count de manière indéfinie. Voilà. Alors ça, c'est du SVG, c'est du XML. Mais je voudrais que les valeurs suivent. Si vous voulez que les valeurs suivent, ça, c'est une autre histoire. Bon, on ne va pas résoudre toutes les histoires aujourd'hui. OK? Et après, vous vous dites, ce graphique-là, et une fois qu'il arrive là, on va faire animer transform. On va essayer on va le zoomer comme ça. Après, il va se déplacer ici avec une petite taille. Ensuite, il y a un autre graphique qui vient. Alors, vous pouvez imaginer un peu ça, c'est purement, nous sommes dans le cadre de la technologie XML. C'est clair? C'est parfait. Alors, ici, donc, vous avez un exemple typiquement qui est intéressant, mais comme je disais, en fait, donc, ça, cet exercice-là, le dernier exercice, c'est presque une révision de tout ce que nous avons fait depuis le début jusqu'à la fin. D'accord? Ça permet de rappeler c'est quoi XML, c'est quoi DTD, c'est quoi schéma XML, c'est XSL, XPath et SVG. Pour un petit exercice comme ça, si vous le faites, et après on va essayer de revenir vers l'exercice de la compétition de foot. On va commencer à faire des choses et en tout cas, donc c'est un peu le travail à faire. Alors juste maintenant, je vais m'arrêter parce qu'après, vous allez commencer à faire cette épée-là. Supposons vous avez terminé ce travail-là. Vous voulez rendre, si vous voulez, un compte rendu. Alors, eh ben c'est très simple. Quelque chose que vous allez trouver une vidéo. Je vais vous montrer comment utiliser, vous savez, GitHub. Donc, tout le monde devrait avoir un compte GitHub. Ça, c'est très important. C'est que tous les professionnels qui travaillent dans le domaine de l'informatique, mettez en valeur votre CV en créant votre compte GitHub. Alors, quand vous créez votre compte GitHub, si vous avez déjà un compte GitHub, vous lui donnez votre nom et votre prénom, parce que ça, c'est un compte professionnel. Donc, si vous avez un compte... vous créez un compte GitHub avec un Gmail qui s'appelle Crazy588 ou bien Missy, je ne sais pas quoi, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que quand vous allez présenter votre CV à l'entreprise,
Vous savez que votre CV, vous dites je fais ça. Mais par exemple, si vous postulez dans un domaine de l'informatique, on va jeter un coup d'œil sur votre compte GitHub, on va voir des repositories. Alors, dans vos repositories, vous voyez donc, on peut voir pour chaque repository tout ce que vous avez fait. Si vous avez fait des projets, vous pouvez partager avec un fichier README qui contient les informations et tout ça. Donc, ce qui fait que tous les TP, toutes les activités pratiques que vous allez faire, la technologie web, mobile, ou tout ce que vous faites, toutes les activités, tous vos projets, il faut essayer de créer un compte, un repository GitHub dans lequel vous mettez votre travail. Je vais vous montrer rapidement, par exemple, ce travail que je viens de faire, comment je peux le mettre en valeur. Eh bien, je vais créer un repository, new repository, que je vais appeler XML, XSL, SVG, par exemple, XPath. Ça, c'est le nom du projet. Peu importe. Et je l'appelle Météo. Créer. Alors, je crée ce repository et vous allez voir ici, il va vous afficher quelques commandes. Donc, vous aurez besoin d'installer un outil qui s'appelle Git et vous allez exécuter ces commandes-là. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, ici, vous pouvez le faire sur ligne de commande directement. Alors, je vais me positionner dans Document. Je sais que j'ai un dossier qui s'appelle XML. Et je sais que j'ai créé un dossier qui s'appelle SVG quoi, BDCC. Comment il s'appelle le dossier? Il s'appelle SVG BDCC, voilà. Monsieur l'anti-slash, vu qu'il y a l'espace entre SVG et BDCC. Ah oui, oui, oui. Parce qu'en fait, j'ai fait un peu le... Comment? Tu peux mettre entre double comptes. Bon, je peux faire ça. SVG, BDCC. Comme quoi, quand vous mettez toujours les espaces, c'est pas toujours bon. J'ai pas un. CTRL-C. Alors, je suis dans mon dossier. Vous voyez donc ici, donc j'ai le document. Le document. Ah oui, il faut que je sois dans Météo. Météo. Ah, donc... ah, d'accord. Ok. Bon. Clear. Je clear. Alors, je suis dans quel dossier? Je suis dans le dossier XML. Je vais me positionner dans le dossier Météo. Voilà, c'est Météo. Et vous voyez mes fichiers que j'ai créés, ils sont là. Ok. Alors maintenant, dans ce dossier-là, je vais mettre la commande Git. Alors Git, c'est un outil que vous allez devoir installer. Alors Git init. Je vais initialiser le repository. Donc ici, donc Git, c'est un outil de versionning. Alors c'est un outil qui fait partie de l'écosystème DevOps. C'est un outil que tout le monde utilise et que vous-même, vous allez commencer à l'utiliser. Je vais initialiser le repo. Je vais faire git add. Je vais ajouter tous les fichiers dans le repository. À chaque fois que j'ajoute, je modifie quelque chose, je vais créer une version et je fais ce qu'on appelle un commit. Git commit. Je vais créer un commit que je vais appeler first commit. Donc vous voyez donc dans le commit, voilà les fichiers qui existent. Alors maintenant, je vais envoyer mon travail sur GitHub. Et pour cela, je vais faire CTRL-V. Vous voyez donc ici, vous avez cette ligne que j'ai copiée à partir de mon repository. Je vais lui dire git remote. Je vais créer un origin que je vais appeler origin. Et je vais lui dire voilà où se trouve mon repository. Le repo que j'ai créé, c'est celui-là. Et comme ça, par la suite, si je veux envoyer, je vais faire tout simplement git push origin. Donc, je vais pousser vers ce repo.
une branche par défaut qui est créée, c'est main. Alors si vous faites ça, vous voyez donc en 3 secondes, quelques secondes, si je reviens vers mon repository, je fais actualiser. Regardez, j'ai bien mon repo, j'ai les fichiers que j'ai créés. Et vous pouvez donc regarder. Donc ça, c'est les fichiers que j'ai, c'est le XSD. Alors ce lien-là, vous pouvez le rendre public ou privé, ça dépend de ce que vous voulez, parce que quand vous créez un repository, ça peut être privé ou bien public. Mais moi, ce qui m'intéresse dans les activités pratiques, pour chaque activité, c'est ce lien-là que vous allez rendre. C'est-à-dire dans Classroom, vous allez dire le livrable, c'est quoi? C'est ce lien, parce que pour moi, ce lien, ça me ramène ici. En plus, ça me donne un peu ce que vous avez fait. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'au fur et à mesure, vous allez avoir des repositories que vous allez créer vous-même. Et après, vous allez commencer à améliorer votre profil GitHub. Parce que c'est un profil professionnel. C'est clair? Alors, il y a un point qui est très important dans un repository, ouais, le fichier. Le fichier README, README, c'est un fichier dans lequel vous mettez un petit rapport. Alors, je vais vous montrer comment faire rapidement. Eh bien, dans mon dossier, je vais créer, dans ce dossier-là, je vais créer un fichier texte que je vais appeler majuscule readme.md. Alors, pourquoi c'est ça? Alors, ça c'est, j'ai oublié que c'est oxygène. Alors, new, je vais créer un fichier texte que je vais appeler créer. Alors, le fichier créé, voilà. Je l'enregistre. Enregistrer. Je vais l'appeler readme, l'extension MD. Alors, MD, c'est Markdown. Markdown, MD minuscule, monsieur. Non, même avec majuscule, ça marche, il n'y a pas de problème. Pas de souci. Vous voyez, donc, je crée un fichier readme.md dans lequel je vais dire, par exemple, je vais mettre, c'est du HTML. Je vais dire, par exemple, /h1. Je vais mettre ici, donc, par exemple, météo. OK. Et puis, j'ai besoin de mettre des captures écran. Regardez, cette capture écran, je vais mettre ça. Je vais, par exemple, faire ça. C'est une capture écran. J'ai tout à l'heure fait des choses également. Je vais... le document SVG qu'on avait créé. J'ai aussi la partie HTML que j'ai générée. C'est là. Je fais une capture écran. Comme quoi, ça donne ça. Alors, ces captures écran que j'ai ici, je les mets, ils sont dans le bureau, ils sont là. CTRL-C. Et je vais les mettre dans le même dossier. OK? Et pour les mettre dans le même dossier, alors je suis dans le dossier, je vais créer un dossier, je vais créer un folder que je vais appeler capture. Et puis, alors de préférence d'aller vers comme ça, XML, météo, j'ai un dossier, un nouveau dossier capture, ici. Est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai l'impression que j'ai perdu ma connexion. Oui. Ouais. On vous entend? Oui, c'est parfait. Alors, donc j'ai le dossier, ici, météo. J'ai le dossier que j'ai créé ici, capture, elle est là.
je vais mettre coller les deux éléments. Le premier renommé, je vais l'appeler par exemple 1, la capture 1. L'extension, c'est par défaut, c'est PNG. Renommé. Le fichier, je l'appelle capture 2. Bon, ça c'est deux images. Supposons que j'ai des captures que j'ai faites, etc. Vous les mettez. Et puis dans votre fichier README, je peux faire ici EMG, source. Vous savez, ça c'est du HTML. Je vais afficher, je vais lui dire va vers le dossier capture. Et je veux afficher l'image 1.png. Alors je fais la même chose ici. Je mets par exemple HR pour séparer. Je fais ça. Et je vais lui demander de faire capture 2.png. Donc ça c'est, je peux ajouter ici, donc ça c'est le rapport, n'est-ce pas? Alors, je vais enregistrer. Ce fichier-là, c'est déjà fait. Eh bien, je vais maintenant revenir vers mon repo ici. Je vais encore faire quoi? Je vais créer une nouvelle version. C'est BR ou HR pour la séparation? Oui. Alors, pour la séparation, c'est quoi? C'est HR. Bon. BR. Non, c'est BR, c'est retour à la ligne. HR, c'est une ligne horizontale. Ça marche. Eh bien, je vais créer une nouvelle version. Regardez cette version-là. C'est git add. Je vais ajouter tous les nouveaux fichiers. Je fais commit. Second commit, c'est la deuxième version. Et je fais push. Origin, main. 3 commandes. Alors, je reviens vers mon repository. Ici, si j'actualise mon repository, regardez. Alors, maintenant, votre repo, il contient ça, mais regardez. J'ai mes captures écran. Alors, j'ai fait ma petite démo en 5 minutes. Vous allez la faire en 30, en 40, en 50. La première fois, la deuxième fois, c'est 60, la troisième fois, etc. En fait, l'outil Git, c'est un outil que vous allez apprendre avec Monsieur Daïf. Quand vous allez terminer la partie technologie web, vous allez faire des cours sur les outils DevOps, en quelque sorte, parmi lesquels il y a le Git. Alors, il faut comprendre comment faire le versionning, tout ça, ça fait partie des choses obligatoires que vous devrez connaître parce que tout le monde travaille comme ça. Eh bien tout ce que vous faites dans votre vie professionnelle, personnelle, n'oubliez pas de le mettre en valeur comme ça. Parce que moi, quand je trouve quelqu'un qui a un CV, je regarde sur son repository, je vois par exemple qu'il a travaillé sur ça, il a travaillé sur Java, il a travaillé des repositories sur ça, je vois. Les entreprises, ils vont s'intéresser à votre profil. Parce qu'ils savent très bien que vous avez pratiqué des choses, vous avez travaillé dans... Donc, voilà. Et après, une fois que vous avez le lien de votre repository, ben, vous allez sur Classroom. Sur Classroom, ici, vous allez trouver sur Travaux et Devoirs. Je vais commencer, par exemple, à créer une activité pratique que j'appelle activité pratique. Pratique numéro 1. Par exemple, XML, XSL, etc. DTD, bon, je vais changer à ça après. Alors, dans cette activité, vous allez trouver l'énoncé, les exemples, etc. Notamment ce qu'on va faire. Mais une fois que vous terminez, donc ici, une fois que vous terminez, vous allez vers... il faut que je rentre en tant que... voilà. Il faut que j'utilise un autre compte Machine Professeur. Donc, j'ai ici le code du Classroom Wahda. Je vais, supposons je suis avec ce compte-là. Vous êtes un étudiant, par exemple, oui, comme ça. Vous allez vers Classroom.
et vous dites je vais rejoindre le cours, rejoindre un cours. Bon, ça c'est ce que vous faites pour rejoindre vos cours. Compte erroné. Mais pourquoi le compte il est erroné? Non pas. Alors voilà, normalement ça c'est bien le code du cours. Ok. Alors je vais utiliser un autre compte. Alors, joindre le cours, donc ça c'est continuer. Joindre le cours. Ok. Alors, en tant qu'étudiant, donc je vais aller vers les travaux. J'ai ici donc activité pratique numéro 1, j'ai l'énoncé, etc. Et à la fin, quand je termine, je fais afficher les instructions. Ici, ajouter. Donc, vous allez déposer un lien. S'il s'agit d'un fichier, vous déposez un fichier, mais si vous mettez le lien, je vais prendre mon lien de mon repository. Celui-là, copier. Je le mets ici. Oui, monsieur, tout est clair. Oui, tout est clair, merci. صحيح بارك عليك خلينا نمشي نطد. Merci. On a compris ce qu'elle dit. Alors, ça n'oubliez pas ça, rendre le devoir, comme ça. Et voilà. Alors, si vous faites ça même si le repository n'est pas encore terminé. Vous créez un repository, même il est vide, vous rendez le lien, et après, à chaque fois que vous ajoutez quelque chose, vous faites commit. J'ajoute une petite chose, je fais commit, parce que l'objectif, c'est justement, pour moi, c'est de voir dans votre repository comment vous évoluez, est-ce que vous avez des problèmes, des choses comme ça, d'accord? Voilà, en tout cas, je vais vous laisser... c'est-à-dire, parce que de mon côté, voilà comment je vois la chose. Et si je reviens ici, par exemple, je vois par exemple les personnes, par exemple ici, je vais chercher useFi, parce que maintenant, useFi, pas là, med. Bref, donc quand j'arrive vers, c'est-à-dire un étudiant, je vois bien par exemple telle activité pratique. S'il y a un lien, je clique et je regarde rapidement. C'est plus simple pour moi de voir un peu ça. Alors, dans Classroom, vous allez trouver une petite vidéo de 15 minutes qui montre comment travailler avec GitHub. C'est des commandes de base. Alors, n'attendez pas jusqu'à ce que vous fassiez le cours parce que c'est des outils que vous devrez connaître. Voilà. Il est déjà 13h10, donc vous voyez, donc on a débordé aujourd'hui. Voilà. S'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter à ce niveau-là et je vous souhaite une très bonne journée. Oui. Moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un logiciel non payant qu'on peut utiliser à la place d'Oxygène? Est-ce qu'il y a non payant? Oui. Non, en fait, vous utilisez Oxygène, vous demandez une licence de 30 jours, d'accord? Et quand ça se termine, vous utilisez encore une autre licence de 30 jours. C'est suffisant pour travailler avec. Si vous voulez une version d'Oxygène qui est, soi-disant, qui est ouverte, je peux vous la partager, mais vous n'avez pas besoin. On préfère utiliser par exemple VS Code.
Oui, justement, parce qu'après, vous pouvez utiliser IntelliJ, VS Code, les IDE, mais pour le moment, vous utilisez Oxygène parce que ça vous facilite un peu la compréhension de Oxygène. Plutôt de XML, de la technologie XML, ok? D'accord. Voilà. Restez une photo de... Tu penses de travailler avec Eclipse? Oui, mais pour les XML, dans un premier temps, je vous conseille de travailler avec Oxygène. Alors, je vous entends pas. La question concerne l'intégration des fichiers SVG dans XML. Des petites photos pour les gens qui sont présents. Rapidement, rapidement, rapidement. Voilà, merci pour votre patience. À la semaine prochaine. Oui, alors tu peux poser ta question.